Il existe une industrie d'1 milliard de dollars qui dépend du fait que vous n'arrosez pas correctement votre jardin. Chaque été, vous sortez le tuyau, allumez l'arroseur et dépensez des centaines de dollars en légumes. La moitié de cette eau s'évapore sans toucher les racines. Ils utilisent de la laine de mouton en l'enfouissant directement dans le sol autour des racines des plantes. La laine retient 20 fois plus d'eau qu'elle ne pèse et libère de l'humidité pendant des semaines. Leur jardin ne se fane pas en août à une température de 32 degrés. L'Université du Vermont a mené des tests contrôlés et confirmé la supériorité des granulés de laine sur les engrais commerciaux. Les tomates cultivées dans un sol laineux ont survécu 14 jours sans arrosage, contre 5 jours dans un sol ordinaire. Aujourd'hui, nous allons décomposer le système complet à 6 couches, y compris un pot en argile de 5 $ plus ancien que l'Empire romain. L'Agence américaine de protection de l'environnement déclare que jusqu'à 50% de l'eau domestique est perdue à cause du vent, de l'évaporation et du ruissellement. Un système d'irrigation automatique mal configuré gaspille jusqu'à 25 000 gallons par an. Ce n'est pas une faille dans le système. C'est un système qui fonctionne de par sa conception. Car un produit qui éliminerait à jamais votre besoin d'acheter de l'eau serait une très mauvaise affaire. L'industrie de l'irrigation résidentielle a explosé lors du boom des banlieues d'après-guerre, dans les années 50. Les pelouses et les arroseurs pivotants de Levittown sont devenus des symboles du rêve américain. La famille américaine moyenne dépense désormais plus de 1 000 $ par an pour l'eau. Ce nombre a augmenté de 24% en 5 ans. La colonie de Lancaster est la plus ancienne colonie Amish continue d'Amérique du Nord, fondée en 1760. Les familles là-bas faisaient ce qu'elles avaient toujours fait. Construire un sol si profond et si vivant que la terre elle-même devenait un réservoir. Nous nous trouvions dans l'un de ces jardins par un après-midi à 90 degrés. Le sol sous le paillis était sombre, frais et humide, et la terre sur le chemin à 2 pieds de là était craquelée et pâle. La femme qui s'occupait du jardin n'a pas arrosé pendant 9 jours. Lorsque nous avons appris les raisons scientifiques de son fonctionnement, cela a changé notre façon de penser à chaque tuyau et à chaque facture d'eau. L'histoire de la façon dont la science a finalement prouvé ce que les Amish savaient, grâce à l'observation, commence dans un endroit inattendu. Le docteur Terence Bradshaw a passé une grande partie de sa carrière à l'Université du Vermont à étudier les pommes et les raisins. Depuis 2016, il a entendu une plainte d'éleveurs de moutons de tout l'État. Le prix de la laine brute a chuté de façon si spectaculaire que la tonte coûte plus cher que la toison elle-même. Certains agriculteurs brûlaient littéralement leur laine. Au même moment, les maraîchers du Vermont dépensaient des milliers de dollars en engrais organiques importés. Bradshaw a vu 2 problèmes côte à côte et a posé une question à laquelle personne d'autre n'avait pensé. Et si les déchets d'un agriculteur correspondaient exactement à ce dont un autre agriculteur a besoin? En 2020, il a reçu une subvention de recherche fédérale du programme Northeast SARE. Project 1-358. Lui et sa partenaire Kimberly Hagen ont mis en place des essais contrôlés dans 2 fermes de recherche du Vermont. Ils ont planté des tomates et des épinards dans 3 conditions. Un groupe a reçu l'engrais organique commercial standard, dont dépendent la plupart des producteurs du Nord-Est. Le deuxième groupe a reçu des pellets de laine avec le même taux d'azote. Le troisième groupe n'a reçu aucun engrais. Les résultats ont été publiés dans la revue Agronomie en mai 2022, et ils sont sans équivoque. Les granulés de laine ont des performances comparables à celles des engrais commerciaux dans tous les domaines importants. Rendement en tomates, rendement en épinards, santé des plantes, qualité des fruits. Aucune différence significative entre les 2 groupes fécondés. Par rapport aux témoins non fertilisés, les tomates traitées à la laine étaient de 58 à 69% plus grosses. Pas légèrement meilleures, mais considérablement meilleures grâce aux déchets que les agriculteurs jetaient. Cependant, les données de rendement ne représentaient que la moitié de la découverte. Les données sur l'humidité du sol racontent une histoire complètement différente. La laine est une fibre kératinique dont la structure ne ressemble à rien d'autre dans la nature. La surface externe contient de la lanoline et des composés cireux qui repoussent l'eau,
Mais l'écorce interne est constituée de protéines riches en soufre qui attirent et absorbent l'humidité au niveau moléculaire. Le résultat est une fibre qui peut contenir 20 à 30 fois son propre poids en eau. Une livre de laine brute enfouie dans la terre du jardin peut absorber et stocker 2 à près de 4 gallons d'eau. Cette eau ne reste pas dans une flaque d'eau. Il est piégé dans la structure fibreuse au niveau moléculaire et est lentement libéré sur une période de plusieurs jours directement dans la zone racinaire. À mesure que le sol environnant sèche, la laine devient une batterie d'eau. Elle se recharge quand il pleut et se décharge quand le soleil se lève. L'étude sur la flétrissure de la Pigor Breeders Association a testé ce qui se passe lorsque vous arrêtez complètement d'arroser. Les plantes cultivées dans une terre de jardin standard ont commencé à se flétrir le premier jour et sont mortes le 5e ou le 6e jour. Les plantes cultivées dans un sol enrichi de granulés de laine n'ont montré de stress qu'au 7e ou 8e jour et ne sont mortes qu'au 14e jour. La laine a doublé la fenêtre de survie non pas en ajoutant plus d'eau, mais en refusant de laisser passer l'eau. Pensez à ce chiffre pendant une seconde. 14 jours contre 5 jours, c'est la différence entre un jardin qui s'effondre dès la première semaine de manque d'arrosage et un jardin qui tient bon pendant 2 semaines de vacances en plein été. À mesure que la laine se décompose lentement sur une période de 6 à 12 mois, elle libère de l'azote, du potassium, du phosphore et du soufre directement dans le sol. La laine contient environ 9 à 14% d'azote, ce qui est plus élevé que la plupart des composts de jardin. Le fumier de poulet, considéré comme une source d'azote de première qualité par de nombreux producteurs, en fournit environ 4,5%. La laine triple presque cette quantité. Vous ne faites pas que stocker de l'eau, vous nourrissez en même temps vos plantes. Le réservoir fournit également un engrais à libération lente pendant 2 saisons de croissance complète. Cette énigme ne se limitait pas aux universités américaines. De l'autre côté de l'Atlantique, dans l'Oxfordshire, en Angleterre, un jeune agriculteur nommé Eddie Morrow a fondé Traditional Garden Growers en se basant uniquement sur les souvenirs de ses grands-parents. Ils utilisent la laine de mouton brute dans le jardin familial depuis des décennies, l'enroulant autour des plantes et la mélangeant au sol. Lorsqu'Eddie a étudié l'agriculture à l'université Harper Adams, il s'est rendu compte que ce que ses grands-parents pratiquaient par instinct était étayé par une véritable science. Il a développé un produit appelé Woolalizer, de la laine compressée en granulés, et a commencé à le fournir à des fabricants locaux, notamment à l'université d'Oxford. L'université de Reading a effectué des tests indépendants et a confirmé que les granulés de laine améliorent la structure du sol, la disponibilité des nutriments, la rétention d'eau et l'activité microbienne. Le professeur Tom Sizemore, pédologue qui a dirigé l'essai Reading, a déclaré que les résultats sur la santé du sol et sa capacité de rétention d'eau constituaient les avantages les plus intéressants. Les grands-parents d'Eddie avaient raison, tout comme les familles amish du comté de Lancaster. Il existe un troisième avantage que presque personne ne mentionne. La laine repousse les limaces parce que les écailles microscopiques dentelées sur les fibres de la laine créent une surface que les limaces refusent de traverser. Les jardiniers du Royaume-Uni qui utilisent du paillis de laine autour de la laitue, des fraises et des hostas signalent une réduction spectaculaire des dégâts causés par les limaces. Une étude contrôlée a révélé que le tissu en laine éliminait presque complètement la croissance des mauvaises herbes et augmentait le rendement en baies dans les plantations de fraises par rapport aux parcelles traitées aux herbicides. Le même matériau qui retient l'eau et nourrit le sol construit également un mur que les limaces ne peuvent pas franchir. 3 fonctions. Un matériau. Voici exactement comment l'utiliser dans votre jardin. Si vous pouvez trouver des déchets de laine brute chez votre éleveur de moutons local et que dans la plupart des zones rurales, vous pouvez les obtenir pour quelques centimes ou même gratuitement, déchirez-les en toufflage de la taille de votre poing. Lors de la transplantation des semis au printemps, creusez un trou d'1 pouce ou 2 plus profond que d'habitude. Compactez une couche de laine lâche sur le fond d'environ 2 pouces d'épaisseur. Placez la plante sur le dessus,
couvrez de terre et étalez une autre fine couche de laine autour de la base, comme paillis de surface, à environ 1 pouce ou 2 de profondeur. Pour les plates-bandes existantes, rentrez la laine dans les 3 à 4 premiers pouces du sol entre les plantes. Si la laine brute n'est pas disponible, des granulés de laine sont vendus en ligne et dans des jardineries sélectionnées. Le taux d'application recommandé est d'une demi-tasse par gallon de sol dans des conteneurs ou d'une livre par 10 pieds carrés dans les plates-bandes. Répartissez les granulés autour de la base de chaque plante et arrosez légèrement. Ils se transformeront en un tapis semblable à du feutre qui retient l'humidité et repousse les limaces, libérant lentement de l'azote au cours des 6 à 12 prochains mois. Nous avons commencé à utiliser de la laine brute provenant de la ferme d'un voisin il y a 3 saisons. Le premier été, nos plates-bandes surélevées ont retenu l'humidité sensiblement plus longtemps entre les arrosages. Dès la deuxième saison, nous avons réduit la fréquence des arrosages de près de moitié. La laine était encore partiellement intacte au début de la troisième saison, retenant toujours l'humidité, libérant toujours lentement de l'azote dans la zone racinaire. Le coût total était de 12 $ par sac de déchets de laine que l'agriculteur était heureux de donner. Comparez cela à ce que vous avez dépensé en tuyaux, têtes d'arrosage et factures d'eau pour les faire fonctionner. Il s'agit de la première couche du système, et à elle seule, elle réduirait déjà votre arrosage de moitié. Mais les Amish ne s'arrêtent pas à une seule couche. La deuxième couche passe sous la laine, dans le sol lui-même. Et les chiffres présentés ici donnent l'impression que les données sur la laine sont modestes en comparaison. Le Conseil de défense des ressources naturelles a confirmé que pour chaque augmentation d'1% de la matière organique du sol, celui-ci contient 20 000 gallons d'eau supplémentaires par acre. Un lit de jardin standard de 4 pieds sur 8 pieds équivaut à un 32e d'acre. 1% de matière organique en plus dans ce petit lit signifie environ 600 gallons supplémentaires de capacité de rétention d'eau. C'est suffisant pour garder un petit jardin hydraté pendant une semaine de sécheresse sans ajouter une seule goutte du tuyau. La plupart des sols de cour contiennent entre 1 et 3% de matière organique. La terre du jardin Amish, après des générations de compostage, de culture de couverture et d'application de fumier dans les mêmes zones, en affiche régulièrement 5 à 8%. Cette différence n'est pas une abstraction. C'est la différence entre la terre qui sèche en 2 jours et la terre qui retient l'humidité pendant des semaines. Chaque printemps, les familles Amish répandent 2 à 4 pouces de compost mélangé à du fumier de cheval ou de vache sur leur plate-bande et l'incorporent dans les 6 à 8 premiers pouces. Chaque automne, après la récolte, ils plantent des cultures de couverture, seigle, trèfle, vesse. Ces plantes poussent tout au long de l'automne et jusqu'au début du printemps. Et leur système racinaire crée des milliers de minuscules canaux capillaires souterrains qui attirent l'eau plus profondément et la distribuent plus uniformément dans la zone racinaire. Lorsque ces cultures de couverture sont coupées et plantées avant les semis du printemps, elles ajoutent encore plus de matière organique. Des études sur les communautés microbiennes se nourrissant de compost ont montré que les organismes bénéfiques créent des cols polysaccharidiques qui lient les particules du sol en agrégats stables. Cela augmente l'espace interstitiel pour le stockage de l'eau jusqu'à 30%. Le compost n'ajoute pas seulement des nutriments. Il réorganise l'architecture physique du sol à un niveau microscopique pour piéger plus d'eau dans chaque centimètre cube. Ce n'est pas une solution d'1 an, c'est un investissement cumulatif qui s'améliore chaque année. La première année, on remarque très peu. La deuxième année, le sol commence à s'assombrir et à tenir différemment dans la main. Dès la troisième année, vous travaillez avec un matériel fondamentalement différent de celui avec lequel vous avez commencé. Combinez maintenant ce sol vivant avec la troisième couche du système et vous obtenez quelque chose qui frise l'autosuffisance. C'est là que l'on cesse de ressembler à du jardinage et que l'on commence à avoir l'impression de créer une éponge vivante sous les pieds. Hugelkultur est un mot allemand signifiant culture des collines. Les Amish, ainsi que les communautés agricoles allemandes et d'Europe de l'Est, pratiquent cette pratique depuis des siècles. Le concept est d'une simplicité trompeuse.
Creusez une tranchée de 12 à 18 pouces de profondeur et remplissez le fond de bûches et de grosses branches en utilisant des bois durs comme le chêne, l'érable ou le pommier. Évitez le noyer noir qui produit des toxines nocives pour la plupart des plantes de jardin et le cèdre qui tue les champignons bénéfiques du sol. Placez des branches plus petites, de la paille, du compost et du fumier vieilli sur le bois. Terminez avec 6 à 8 pouces de terre végétale. À mesure que le bois enfoui se décompose lentement au fil des années, sa porosité augmente et il ressemble à une éponge. Un pied cube de bois dur partiellement décomposé peut contenir 5 à 10 fois son poids en eau. L'Université d'État de l'Oklahoma a publié une étude confirmant que les plates-bandes d'igelculture fonctionnent comme des jardins pluviaux surélevés. Les lits sont améliorés chaque année pendant 5 à 7 ans à mesure que le bois se décompose en un riche humus. Les jardiniers qui les construisent suffisamment haut, environ 2 à 3 pieds, ne signalent aucun besoin d'irrigation supplémentaire après la deuxième année. Une remarque importante pour la première saison. Le nouveau bois peut temporairement extraire l'azote du sol lorsque les microbes commencent à se décomposer. Placez du compost et du fumier supplémentaire directement sur le bois avant d'ajouter de la terre végétale. Il y a 3 saisons, nous avons construit 2 plates-bandes de hugelculture à partir de branches de chêne et d'érable après avoir enlevé les arbres d'un voisin. La deuxième année, nous arrosions ces plates-bandes environ une fois tous les 10 à 12 jours, alors que nos plates-bandes surélevées standards nécessitaient d'être arrosées tous les 3 jours. La 4e couche du système Amish est la plus simple et c'est la couche que la plupart des jardiniers modernes ignorent complètement. Ne laissez jamais le sol exposé au ciel. Un jardin avec un sol nu entre les rangs est un jardin qui saigne d'eau. La lumière du soleil et le vent sont les 2 plus grands voleurs d'humidité du sol, et le sol nu leur donne pleinement accès. La recherche confirme que les lits sans paillis perdent 2 à 3 fois plus d'eau par évaporation que les lits recouverts même de 4 pouces de paillis organiques. Les Amish ne laissent jamais le sol nu. Ils plantent de manière dense selon la méthode des 3 sœurs, où le maïs sert de support aux haricots grimpants. Les haricots fixent l'azote pour les 3 plantes et la courge étend ses larges feuilles sur le sol comme une couverture vivante. Entre d'autres rangées de cultures, ils plantent du trèfle à croissance basse comme paillis vivant. 4 à 6 pouces de paille sont placés dessus, créant une double barrière contre l'humidité qui, selon certains jardiniers, réduit l'arrosage des 2 tiers. La 5e couche du système est celle où les Amish obtiennent leur eau en premier lieu. Et les calculs ici vous feront vous demander pourquoi quiconque possédant un toit et un tuyau de descente pluviale paie toujours le plein prix pour l'eau du jardin. La plupart des foyers Amish utilisent des systèmes de gouttières sur chaque toit, grange et enclos pour animaux, pour récupérer chaque goutte de pluie dans des barils, des citernes ou des réservoirs souterrains. Certaines familles disposent de systèmes de collecte pouvant contenir plusieurs milliers de gallons, alimentés uniquement par la pluie, sans aucun raccordement municipal. Depuis ces réservoirs, un réseau de canalisation simple transporte l'eau uniquement par gravité. Pas de pompe électrique, pas de système sous pression, pas de pièces mobiles susceptibles de tomber en panne. Les jardins potagers reçoivent l'eau d'un robinet relié à un baril placé à plusieurs pieds au-dessus du niveau du jardin, fournissant un jet lent et doux qui s'infiltre directement dans le sol. Certaines familles pratiquent même le recyclage des eaux grises, en redirigeant l'eau du lavage des légumes ou de la baignade dans leur plate-bande. Les mathématiques de la récolte de la pluie sont étonnantes. Un toit de 1000 pieds carrés, plus petit que la plupart des toits de garage, recueille plus de 600 gallons à partir d'un seul pouce de pluie. La Pennsylvanie reçoit environ 42 pouces de pluie par an. Cela signifie qu'un modeste toit fournit plus de 25 000 gallons d'eau gratuite par an. Un potager bien entretenu utilise environ 5 à 8 000 gallons par saison. Un toit, quelques barils, et vous disposez de plus d'eau gratuite que ce que votre jardin peut utiliser. Les Amish l'ont compris il y a des siècles. Le reste d'entre nous a payé des sociétés de services publics
pour pomper de l'eau potable traitée vers nos usines de courges. Vient maintenant la 6e et dernière couche du système, celle que nous avions promise au tout début. C'est une technique vieille de plus de 2000 ans, qui coûte environ 5 $ à construire et qui constitue peut-être le changement le plus satisfaisant que vous apporterez à votre jardin cette saison. C'est ce qu'on appelle l'irrigation Hola. Hola est un pot en terre cuite non émaillé en forme de cruche ronde au col étroit. Vous l'enterrez jusqu'au cou dans votre lit de jardin, le remplissez d'eau et mettez un couvercle dessus pour éviter l'évaporation. L'argile poreuse permet à l'eau de s'infiltrer lentement à travers les murs dans le sol environnant grâce à un processus appelé tension d'humidité du sol. Lorsque le sol autour du pot est sec, l'eau est aspirée à travers les parois d'argile. Lorsque le sol est saturé, le flux s'arrête automatiquement. Les racines des plantes poussent vers les holas et finissent par s'enrouler autour de l'extérieur, recevant de l'eau exactement quand elles en ont besoin et seulement autant qu'elles en ont besoin. Cette technique a été documentée pour la première fois dans le Kimin Yaoshu, l'un des premiers textes scientifiques agricoles écrits dans la Chine ancienne vers 533 à 544 après Jésus-Christ. Cette technique est utilisée continuellement depuis des milliers d'années en Inde, en Iran, au Brésil et dans toute l'Afrique du Nord. Des recherches de l'Université d'Arizona et de nombreuses institutions agricoles confirment que l'irrigation Hola réduit la consommation d'eau de 50 à 70% par rapport à l'irrigation conventionnelle. Parce que l'eau reste sous la surface, les graines de mauvaises herbes ne reçoivent jamais l'humidité dont elles ont besoin pour germer. Vous pouvez acheter des Hola spécialement conçus en ligne pour 15 à 40 $, ou vous pouvez fabriquer le vôtre pour moins de 5 $ avec 2 pots en terre cuite non vernissés provenant de n'importe quelle jardinerie. Voici les instructions exactes. Prenez 2 pots en terre cuite non émaillés de 8 à 10 pouces. Ils ne doivent pas être émaillés. Ce rouge terre cuite mat classique sans finition brillante, car les pots émaillés ferment les pores et ne laissent pas passer l'eau. Scellez le trou de drainage d'un pot avec un bouchon ou une goutte de silicone de qualité alimentaire. Laissez sécher 24 heures, puis retournez le deuxième pot par le haut afin que les deux bords se rejoignent. Appliquez une épaisse couche d'adhésif imperméable ou de silicone sur toute la couture, là où les jantes se touchent. Vous disposez maintenant d'une lampe en argile scellée avec un trou de vidange ouvert sur le dessus pour la remplir. Creusez un trou dans le lit de jardin suffisamment profond pour enterrer la structure, ne laissant qu'un trou ouvert à la surface du sol. Remplissez tout autour, remplissez d'eau provenant d'un tuyau ou d'un arrosoir. Couvrez le trou avec une pierre plate, une soucoupe en terre cuite ou même une petite assiette pour éloigner les moustiques et éviter l'évaporation. Une grande Hola arrose environ un cercle de 3 pieds, dont 4 couvrent un lit surélevé standard de 4 par 8. Remplissez tous les 3 à 7 jours, selon le type de sol, la météo et les besoins des plantes. Un bonus qui nous a surpris, comme l'Hola délivre toute l'eau sous la surface, la couche supérieure du sol reste sèche. Nous avons installé 6 Hola dans notre jardin il y a 2 saisons. Nous sommes passés d'un arrosage quotidien au tuyau à un remplissage des Hola 2 fois par semaine, ce qui nous a permis d'économiser environ 45 minutes d'arrosage par semaine. Nos tomates, poivrons et courgettes ont développé des systèmes racinaires sensiblement différents de ceux des années précédentes. Lorsque nous avons arraché les plants de tomates fanées à la fin de la saison, les racines près des Hola sont devenues profondes et épaisses, s'enroulant autour de l'argile comme des doigts agrippant une poignée. Nous sommes partis en vacances fin juillet pendant 10 jours, avons rempli chaque holu à ras-bord avant de partir et sommes rentrés dans un jardin qui était plus beau qu'à notre départ. Pas une seule feuille fanée, pas une seule tige brune. Un morceau d'argile de 5 $, façonné comme il l'était dans les vallées fluviales de la Chine ancienne il y a plus de 1000 ans, a surpassé un système de gicleurs de 100 $ connecté à un compteur d'eau municipal. Parfois, la réponse la plus ancienne reste la meilleure. Nous avons simplement arrêté de poser la bonne question. Parlons maintenant des habitudes que la plupart d'entre nous ont suivies et que l'approche Amish dissout complètement.
La première habitude est d'arroser selon un horaire plutôt que d'arroser à la demande. Lundi, mercredi, vendredi, quels que soient les besoins réels du sol. Les Amish parcourent leur jardin tous les matins, tout comme ils le parcourent pour inspecter les parasites, et ils enfoncent un doigt de 2 pouces dans le sol à côté de chaque plante. Mouiller, laisser tranquille, sécher, arroser abondamment, puis laisser. Ils ne reviennent pas demain, ils ne pulvérisent pas à la légère. Ils trempent soigneusement le lit une fois, puis laissent le sol sécher jusqu'à ce que le test au doigt indique le contraire. Cette pratique à elle seule réduit la consommation d'eau, car la plupart des jardins sont considérablement surarrosés plutôt que sous-marins. Un arrosage excessif étouffe les racines en remplissant les espaces d'air du sol dont les racines ont besoin pour respirer. Un arrosage profond et peu fréquent fait le contraire. Cela oblige les racines à chasser l'humidité dans la colonne du sol, où les températures sont stables et les réserves d'eau durent beaucoup plus longtemps. La deuxième habitude consiste à pulvériser de l'eau dans l'air. Les arroseurs projettent de l'eau vers le haut, là où le vent vole la charge avant d'atterrir, et ce qui atterrit sur les feuilles, où il nourrit la moisissure au lieu de nourrir les racines. Les Amish arrosent à la base, directement sur le sol. Cette transition à elle seule pourrait réduire l'utilisation de 30 à 40%. Une troisième habitude consiste à laisser le sol nu entre les rangées, car il semble soigné. Le sol nu sous le soleil de juillet perd de l'humidité à un rythme qui vous choquerait si vous le mesuriez. Paillez-le, plantez-y du trèfle, recouvrez-le de laine. Les Amish ne laissent jamais le sol exposé, même en hiver. Ils plantent des cultures de couverture qui retiennent l'humidité et la structure jusqu'au printemps. La quatrième habitude, celle qui relie tout, consiste à considérer l'arrosage et la construction du sol comme deux conversations distinctes. C'est la même conversation. Un sol faible et pauvre en matière organique ne peut pas retenir l'eau. Vous pouvez verser 10 gallons sur de la terre sablonneuse et puisée et en regarder 8 s'écouler. Construisez le même lit avec des années de compost, enterrez la laine dans la zone racinaire, ajoutez un noyau en bois de hugelculture, paillez la surface avec de la paille et du trèfle vivant. Et soudain, 2 gallons font ce que 10 faisaient autrefois. Vous n'avez plus trouvé d'eau. Vous avez bâti un sol qui refuse de laisser passer l'eau. C'est ce qui maintient tout ce système ensemble. Une philosophie qui traverse tous les aspects de la vie Amish. Les Amish l'appellent Gelassenite. Cela ne se traduit pas facilement, mais cela signifie quelque chose de proche de la soumission à l'ordre naturel, en sachant que le système est équilibré bien avant que nous arrivions avec nos factures d'eau mensuelles. La femme qui nous a montré la laine de son jardin ce jour d'août a dit quelque chose qui nous est resté depuis lors. Elle a dit « Le sol veut retenir l'eau. Vous devez simplement arrêter de la voler. » Elle parlait de sol nu, d'arroseurs aériens, d'arrosage constant et peu profond qui maintiennent les racines à la surface. Toutes les choses que nous faisons qui vont à l'encontre de ce que fait naturellement le sol lorsqu'il est laissé avec suffisamment de matière organique et de couverture pour fonctionner. Elle n'a pas donné de cours. Elle décrivait quelque chose qu'elle avait vu sa grand-mère faire sur le même terrain il y a 50 ans. Lorsque vous allumez l'arroseur dans tout le jardin, vous annulez le système. Vous saturez la surface, le soleil la cuit, vous la saturez à nouveau, le compteur continue de tourner. Les Amish ne combattent pas le cycle de l'eau, ils y participent. Ils récupèrent la pluie à mesure qu'elle tombe, la stockent dans le sol lui-même, dans la laine enfouie, dans le bois en décomposition, dans des pots en argile plus anciens que l'Empire romain. Ils couvrent la terre pour que le soleil ne puisse pas voler ce que les nuages ont apporté. Et ils vérifient avec leurs mains, plutôt qu'avec une minuterie, pour savoir quand le sol en a assez. Voici le système complet. Les 6 couches en un seul endroit. Construisez le sol chaque année avec du compost, des cultures de couverture et de la matière organique vieillie, car chaque % de matière organique contient 20 000 gallons d'eau supplémentaires par acre. Enterrez la laine dans la zone racinaire et étalez-la à la surface, car rien d'autre que vous pouvez obtenir gratuitement
ne retient 30 fois son poids en eau tout en nourrissant le sol et en bloquant les limaces. Construisez au moins un lit de culture Hugel avec des bûches de feuillus enterrées qui agissent comme un réservoir autochauffant qui s'améliore sur 5 à 7 ans. Récoltez la pluie de vos toits, même avec un seul baril sur votre gouttière, car un toit modeste fournit plus d'eau gratuite par an que la plupart des jardins ne peuvent en utiliser. Plantez de manière dense, utilisez des couvre-sols vivants et ne laissez jamais le sol exposé au soleil. Installez au moins un aulu à 5 $ qui arrose un cercle de 3 pieds pendant une semaine pendant que vous ne faites rien du tout. Les Amish font cela depuis 3 siècles. Le docteur Bradshaw a prouvé la science de la laine dans une revue à comité de lecture. Les grands-parents d'Eddie Maura ne le savaient que par le toucher et l'observation. La seule chose qui vous manque est de construire le système. Si l'une de ces techniques a changé votre façon de voir votre jardin, laissez un commentaire et dites-nous quelle technique vous essayerez en premier. Nous lisons chaque commentaire. Et si vous pensez que la méthode de la laine est incroyable, attendez de voir ce que nous aborderons ensuite. Il existe une technique Amish de conservation des semences qui permet aux familles de cultiver la même variété de tomates pendant plus de 100 ans. Le goût est tellement supérieur à tout ce que vous avez jamais acheté dans un magasin que les producteurs commerciaux tentent discrètement de le repenser depuis des décennies. Cette vidéo apparaîtra à l'écran dès maintenant. Cliquez dessus avant d'oublier, car cela change votre façon de penser à chaque paquet de graines que vous achetez. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. À bientôt dans le prochain épisode.